Alors, rebonjour pour ce dernier droit, ce dernier segment. Quand je pensais à votre segment, Vera et Fred, je sais pas, il y a une écrivaine française que j'aime beaucoup qui m'est venue à l'esprit, Christiane Singer. Christiane Singer elle écrivait que le plus court chemin qui mène à soi-même est encore le plus long détour. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à vous deux. Alors, pour ce dernier segment de notre cher colloque, intitulé ce segment « Avec mystère, le temps du récit », nous allons entendre Fred Dompierre et Vera Heller. Alors, Vera, tout d'abord, est née à Bucarest, en Roumanie. Elle est artiste en art visuel et art thérapeute. Chez elle, ces deux professions se nourrissent réciproquement et enrichissent sa pratique artistique. Les déclencheurs de ces créations sont l'expérience migratoire, la mythologie et le récit de vie, trois sources d'inspiration reliées organiquement. Pardon. Au cours d'une trajectoire ponctuée d'arrêts et de retours, Vera a été amenée à expérimenter le processus créateur tantôt comme artiste, tantôt comme intervenante par l'art. Son travail d'atelier cohabite avec l'enseignement de l'art-thérapie. Il faut dire que vivre à la frontière entre deux mondes lui semble si naturel. Vera Heller va nous présenter pourquoi peindre un récit de pratique. Vera Heller. Avant de commencer, je vais plutôt vous dire pourquoi être à la frontière entre deux professions me semble si naturel. En fait, c'est le programme en études de la pratique artistique qui m'a amené à être à l'aise, à la bonne place, qui a peut-être toujours été, mais dont j'ai eu moins confiance, à la frontière entre deux professions, l'art et l'art-thérapie. J'ai souvent oscillé entre les deux. Bon, c'était ma devise à ce niveau-là, c'était entre deux, mon cœur balance. Et je peux dire que pendant les 2 dernières années, mon cœur a arrêté de balancer parce que j'ai fait ce que j'ai fait dans mon art, qui est mettre ensemble les deux polarités, si on peut dire, dans mon cœur. Alors, mon cœur ne balance plus et merci à tout le monde qui m'a accompagné pendant ces 2 années, nos 3 profs. Merci, merci, merci. Je ne sais pas où vous êtes, je ne vous vois pas dans le noir. Et à mes 10 collègues merveilleux. Moi, j'ai vu ce programme comme un lieu d'appartenance et aussi comme un lieu d'échange et de réflexion. Alors, bien sûr, je suis bien triste que c'est notre dernière journée, mais toute bonne chose qui commence doit terminer. Et avec ça, je commence ce que j'ai à vous dire. Alors, notre colloque tire à sa fin et nous voilà arrivés au temps des récits. Celui que je vais vous partager est ma démarche à long cours, comme disait Suzanne, ponctuée d'arrêts et de recommencement. Le programme Études de la pratique des arts m'a permis d'en faire le bilan. Non pas pour m'arrêter ici, bien sûr, mais pour mieux recommencer. J'ai choisi quelques images qui m'ont permis de retracer mon chemin que je vais partager avec vous. Et mon chemin, finalement, à long cours, commence en 1986.
Peut-être certains d'entre vous n'étaient pas nés, d'autres étaient déjà nés. Mais moi, j'étais née et vous allez le voir. Alors, c'est ça, finalement, que je vais vous dire avant de vraiment commencer. C'est que j'ai fait des allers-retours pendant longtemps entre l'art et l'art-thérapie, et je le fais encore. Mais entre-temps, je me suis aperçue que les deux se nourrissent merveilleusement l'une l'autre et finalement, ça fait un tout sur le principe des vases communicants. Les deux professions me permettent de voir plus large. Les deux m'incitent à défaire les frontières qui enferment les choses et les êtres en cases et en catégories, et à me lancer dans l'exploration de l'inconnu. La vie est en fait de contrastes, tels que celui entre la beauté et la laideur, ou entre la joie et le drame. L'art me permet de les réunir sur mes toiles et d'ainsi mieux tolérer la tension que je ressens entre les opposés. Par ailleurs, je m'aperçois que tout ce que j'ai créé jusqu'à présent est fait de contrastes. En revisitant mon parcours, je me suis aperçue que j'avais avancé par thème et par couleur et que j'étais partie du personnel vers le collectif et aussi de l'intériorité vers l'engagement envers le monde extérieur. Je me suis donc lancée à la recherche de mon fil conducteur qui traverse ma pratique avec une question en tête, à savoir pourquoi peindre? Je plonge en laissant le connu derrière moi. Je cherche une réponse à ma question en brassant le fond de mon océan avec mon pinceau. Pourquoi je peins? Je m'attarde pour un moment en communion avec l'œuvre en train de se faire. Et j'imagine que la perfection du monde doit ressembler à cet instant de fluidité. Au fur et à mesure que je mets du pigment sur la toile, mes idées et mes sentiments s'ordonnent. Peu à peu, ma composition s'unifie et je me sens plus cohérente. Mais, selon l'artiste et psychanalyste Marion Milner, il y a une condition pour cela. Elle nous dit que pour que la peinture devienne cette source d'identité de vivre, il faudrait sauter à pieds joints dans les profondeurs de l'inconscient, à la manière d'un plongeur dans l'océan. Je n'aurais peut-être pas trouvé les bons mots pour décrire en quoi consiste le processus de peinture, sans l'aide de quelques auteurs. Grâce à Anton Ehrenzweig, Marion Milner et John Dewey, que je peux dire, je peux les déclarer mes maîtres à penser, et à ça, je vais ajouter Daniel Boutet bientôt. J'ai pu trouver les mots pour le dire. Mais il y a aussi Carl Jung qui raconte qu'en transformant la matière brute en matière subtile, les alchimistes aspiraient à se transformer eux-mêmes. Leur travail consistait à faire décomposer le plomb en ses éléments constitutifs dans un four alchimique. Et pourquoi? Pour y extraire de l'or. À leur instar, l'artiste allemand Anselm Kiefer considère que l'art est un processus alchimique en soi. En suivant Jung et Kiefer, j'ai imaginé mes cycles successifs de création comme une série de transformations alchimiques. En effet, chaque cycle de création a sa couleur prédominante.
Au début, ce fut le noir, ensuite le blanc, puis le jaune et finalement le rouge. Les œuvres qui ont suivi après ont souvent revêtu toutes ces couleurs à la fois. J'ai intitulé ma première série « L'œuvre au noir ». Elle évoque mes pérégrinations migratoires parce qu'avant d'arriver à Montréal, où je vis présentement, j'ai vécu aussi à Tel Aviv, à Haïfa, à la ville de Québec, à Toronto. On était en 1986. Je me souviens encore de mes premières impressions à propos de cette ville inconnue qu'il me fallait apprivoiser d'urgence. Faite de gris béton, de rouge brique et de métal noirci. Je me souviens de moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, de Félix Leclerc qu'on entendait souvent à la radio à cette époque-là, et de m'être demandé qui je suis réellement après autant de voyages et de paroles à déchiffrer. C'est la peinture finalement qui a répondu à ma question. Sur des grandes surfaces de papier épinglé au mur, je me suis mise à déplier des formes, à arrondir les coins, à défaire, puis à recoller les morceaux. Et à ce moment-là, un flot d'énergie s'est finalement dégagé de mes gestes dans un désordre de commencement du monde. Après avoir longtemps été enfermé dans diverses cases et cubicules, le voilà libéré, ce flot d'énergie qui m'appartenait. Et maintenant, je vous présente Dionysos, dieu grec du vin et du feu. Dionysos est le symbole de l'étranger, dont la différence dérange et déconcerte. Au cours de ces célébrations alcoolisées, il a été tué et démembré, ses morceaux ayant été ramassés plus tard par sa mère, qui les a enterrés pour les faire renaître. C'est pourquoi la légende dit que Dionysos est le dieu des contrastes, de la mort et de la renaissance. Il représente les cycles de destruction et de reconstruction qui décrivent aussi bien le processus migratoire que le processus de création. À l'instar des alchimistes, autant les migrants que l'artiste doivent d'abord défaire la matière brute à la manière des alchimistes pour ensuite en faire quelque chose de nouveau. Pas sûr que c'est toujours de l'or, mais quelque chose de nouveau quand même. L'œuvre blanc, quant à elle, s'est présentée à moi au symposium de Baie-Saint-Paul pendant que je peignais sur un gros chevalet dans l'aréna de la ville de Baie-Saint-Paul avec 15 autres artistes. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de lumière et que j'étais allée chercher un seau de sable devant l'aréna pour le mélanger avec ma peinture à l'huile. Et pendant le mois qu'a duré le symposium, mon imaginaire s'est mis à laver et à blanchir la noirceur de la série précédente. À ma surprise, la matière s'est graduellement transformée en paysage fait de pierre et de sable. L'œuvre jaune a suivi. Elle fait allusion à l'expérience que j'ai vécue en Israël. Des silhouettes nomades traversent le désert. Elles s'éloignent vers un horizon sous le soleil qui brille de tout feu. Un vent sec soulève le sable et fait disparaître les traces de pas. Un animal d'un rouge éclatant est visible au loin. Des seaux en terre cuite
ont été oubliés dans le désert, peut-être des contenants d'eau pour arroser une oasis invisible à partir d'ici. Je me vois en train de descendre du petit avion qui arrive de Bucarest à l'aéroport de Tel Aviv, ni vu ni connu. Dans une chaleur intense, je me dirige vers la salle d'attente réservée aux immigrants. Je remarque l'omniprésence des soldats, leurs lourds fusils à l'épaule. Je me souviens du turquoise de la Méditerranée qui scintillait au loin et de l'improbable découverte du village de ma grand-mère que j'ai rencontré pour la première fois lorsqu'elle avait 94 ans. Je me souviens aussi de ces vieilles amies du village et de leurs numéros de rescapés de Auschwitz tatoués sur leurs avant-bras. Je me souviens de la fébrilité exotique qui agitait en permanence l'air ambiant. Lorsque j'y pense, j'entends encore les sons gutturaux et rêches de l'hébreu qui fusaient de partout. Parfois, des bombes faisaient exploser des autobus et c'était l'éclipse totale. Les lendemains incertains de ce pays dictaient une vie intense dans l'ici et maintenant. L'œuvre rouge vient conclure ce cycle alchimique. Elle me rappelle les rites de passage, la communion autour du feu, la vitalité, l'anticipation joyeuse et les tambours tribaux. Des portes s'ouvrent pour permettre la libre circulation de l'extérieur vers l'intérieur, de l'ombre vers la lumière et vice-versa. L'une de ces portes m'ouvre l'accès vers le monde multicolore de l'enfance. On était en 2010 lorsque je me suis mise à remarquer avec beaucoup d'intérêt les jouets colorés oubliés dehors, abandonnés dans la rue, et à photographier toutes les fontaines artésiennes qui me tombaient sous les yeux. Les deux me rappelaient certainement ma propre enfance et son abandon par l'adulte. Je me souviens aussi de cette balançoire accrochée sur la branche la plus basse du tilleul au fond de notre jardin et des étés de canicule. Je me souviens du carrousel aperçu quelque part dans un village perdu des Andes et de l'excitation des enfants qui profitaient de ce vertige occasionnel. Le début de la pandémie a généré une nouvelle série radicalement différente des précédentes. Celle-ci porte sur une période de ma vie dont je devais me rappeler pour compléter mon récit. C'est l'expérience d'avoir grandi dans un pays de l'Est pendant la guerre froide. Son titre pourrait être « Masque et confinement derrière le rideau de fer ». Avec mes souvenirs de l'Est, j'ai fabriqué des boîtes de Pandore. À gauche, la boîte de Pandore de la dictature communiste, avec ses défilés du 1er mai au son de l'Internationale, sous l'œil impassible de Marx, Engels et Lénine. À droite, la boîte de Pandore de la guerre en Ukraine et du nouveau parfum de guerre froide qui se répand présentement sur le monde. Si la mer est encore présente dans cette série, c'est parce que je l'associe à un souffle de liberté. L'année passée, en reprenant la peinture grand format, je n'ai pas réussi à retrouver le plaisir de peindre que j'avais bien connu auparavant.
L'acrylique me résistait. J'haïssais les monstres marins qui apparaissaient sur la toile contre ma volonté. Et voilà que la peinture me faisait vraiment suer. J'étais repartie sans boussole et me voilà en train de perdre le nord. Je voulais prendre le large et me voilà fermement attachée au bord. Pourquoi? Je ne le savais pas. Je me suis consolée en lisant sur les difficultés de peindre telles que décrites par Marion Milner dans son livre « On not being able to paint », en bon français, sur ne pas être capable de peindre. Selon elle, plonger dans la couleur est en soi une expérience initiatique, un saut risqué dans une mer de douleur dans laquelle on peut se noyer. Malgré ces avertissements, je suis arrivée à la conclusion que la thématique de la mer était quand même idéale pour entreprendre ce voyage sans but qui nous amène au bord de la falaise, comme se plaît à dire l'artiste Meredith Monk. Sur ma toile, une communauté de Bouddhas essaye de donner la réplique à ces envahissants monstres marins. Que dirait Marion Milner de tout ça? Un petit bateau gonflable se bat contre les vagues en tentant de rester à flot. Va-t-il réussir? Le radeau de la Méduse, peinture de Géricault, m'a toujours fait penser aux réfugiés de la Méditerranée. Je me suis approprié sa peinture pour l'intégrer dans une de mes boîtes de Pandore. Les taches oranges représentent des vestes de sauvetage, inutiles dans ce cas, comme on peut le voir. Dans cette peinture, ou la peinture suivante, disons, je prends mon élan pour survoler la carte du monde. Je ratisse plus large. Je brise la ligne. J'ouvre les frontières. Mais je vois que les continents s'affrontent comme des animaux sauvages. Je décide de préserver le côté primitif de mes premiers gestes spontanés sur la toile. Au milieu de la toile, des migrants échouent dans les eaux toujours turquoises d'une Méditerranée impitoyable. J'entoure leurs têtes de cercle qui me font penser aux flashlights des gardes côtières. Le halo de leur lumière me rappelle les saints des icônes orthodoxes roumaines. Je pense que les migrants sont les martyrs ignorés des temps modernes. En premier plan, des personnages bien habillés regardent ailleurs et discutent politique. Business as usual, you know, alors que le monde s'écroule. Sur la carte du monde, mon imaginaire voit toujours des animaux en mouvement. Je ne sais pas pourquoi. En détournant ainsi le code convenu de la carte géographique. Je peins un animal rouge dans le ventre duquel s'engouffrent des interminables convois de migrants. Un mélange de faim, d'espoir et de désespoir leur donne certainement le courage d'affronter tous les dangers pour éventuellement atteindre le rêve américain. L'animal surgit sur ma toile sans que j'aie eu l'intention de le peindre. Son image s'impose à moi en tant que conclusion d'un mystérieux processus alchimique. Cette vision du monde m'atteint. Je l'ai peint sur la toile, mais je n'étais pas consciente que je l'avais. Je la digère. Et c'est ainsi que je deviens une artiste engagée. Je remonte. Bien que je puisse constater les imperfections
de l'ensemble de mon œuvre, j'ai quand même l'impression d'avoir réussi à la sécréter à partir de ma propre essence, comme le souhaiterait l'essayiste et photographe Susan Sontag. Je reviens à la surface après une descente dans la racine obscure et enchevêtrée des choses. Je lave la matière brute que j'ai rapportée avec moi de ma plongée et je la fais sécher sur la plage. En attendant l'émergence d'un nouveau cycle de création, j'entretiens la flamme dans mon atelier intérieur. Atelier intérieur, expression lancée par l'artiste Sylvie Cotton que nous avons tous et toutes adoptée. Mes nouvelles œuvres seront certainement différentes, car maintenant, je sais pourquoi je peins. Merci. Va-t'en pas, Vera, c'est pas fini. Je voulais me sauver des questions. C'était pas discret, hein? Pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup, Vera, pour cette passionnante présentation. Alors, si vous avez des questions, des commentaires à faire à Vera, soyez les plus que bienvenus. Justement, il y a tellement de portes d'entrée dans ton univers, c'était vraiment formidable. Mais je sais, pour te connaître depuis quelques années, Vera, il y a un terme que tu as abandonné en cours de route qui était auto-ethnographie visuelle. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça et pourquoi finalement tu as décidé d'abandonner ce terme-là? Je vais faire une réponse très terre-à-terre. C'est qu'initialement, je devais m'en tenir à 1500 mots. Donc, j'ai éliminé plusieurs choses en cours de route, ce qui ne veut pas dire que dans mon esprit, j'ai abandonné l'auto-ethnographie visuelle. C'est vraiment mon sujet de recherche-création et par ailleurs, ce voyage à rebours à travers une démarche qui a duré longtemps. Je pense avoir fait une auto-ethnographie visuelle dans laquelle les images que je vous ai présentées sont des documents ethnographiques finalement parce qu'on est rendu comme beaucoup plus loin dans le cheminement. Donc, ces images-là ont le droit d'être appelées documents ethnographiques maintenant. C'est comme une anthropologie. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le texte de Georges Perec, L'infrarouge, que tu nous as partagé. L'infraordinaire. Alors, l'infraordinaire. Alors, mon auto-ethnographie personnelle, visuelle est une anthropologie personnelle. Parce qu'en fait, Perec nous invite à arrêter de piller toujours les jardins des autres et prendre soin de cultiver le nôtre. Donc, ça a été un bon apprentissage et une bonne suggestion de sa part. Merci, Vera. Il y a Ézéchiel qui est là. D'abord, j'ai adoré. J'aurais fait le voyage encore longtemps. C'est vraiment magnifique. En tout cas, tout était wow. Je me demande, j'observe sans que ça a été vraiment nommé qu'initialement, en tout cas, les premières peintures que tu nous as présentées étaient surtout à l'huile ou le bâton à l'huile, je ne sais pas si c'est de la pastel. Oui, c'était le bâton à l'huile. Okay. Et peu à peu, quand je suis allée à Baie-Saint-Paul, j'avais l'intention d'utiliser le bâton à l'huile et pas du tout le sable. Donc, ça a été une inspiration spontanée. J'ai complètement changé comme dans le mois
Et depuis, j'ai intégré la peinture à l'huile et beaucoup la texture, le sable. OK. Mais là, par après, il y a l'acrylique qui apparaît, parce que là, tu parles de comme justement la difficulté avec l'acrylique. Puis j'observe aussi qu'il y a comme l'arrivée des créatures en même temps que l'arrivée de l'acrylique. Oui, c'est peut-être effectivement. J'y ai pas pensé, mais tu as raison, ça doit aller ensemble parce que c'est sûr que l'acrylique n'est pas le médium de mon premier choix, mais disons que dans un espace assez restreint, il est plus pratique et plus plastique. Mais avec tout ce qui va avec, ça sèche trop vite, bon, ça coule, ça sèche, c'est complexe. Magnifique, en tout cas. Le jardin, en tout cas, je ne sais pas c'était quoi, le jardin, puis le jardin des autres. En tout cas, le jardin est tout là. C'est vraiment cool, merci. Merci, Ézéchiel. Alors, on a du temps pour d'autres. Ah, Daniel. Merci, Ézéchiel. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est très mind-boggling, comme ils disent en anglais. Mind-expanding, je ne sais pas trop, de voir la longue histoire là, de ton œuvre. C'est magnifique, en fait. Puis ça me rappelle ce en quoi je crois, là, c'est-à-dire la force du récit, là, la mise en récit que tu as faite, donc l'auto-ethnographie, etc. C'est vraiment très illuminant, en fait, éclairant, etc. Merci beaucoup parce que c'est généreux de faire ça. C'est difficile à faire de remonter de 1986 jusqu'à 2023, là. Puis de suivre le fil là-dedans, c'est pas facile à faire. Fait que félicitations, puis merci de l'avoir fait pour nous. Là. C'est très bien. Puis, en fait, c'est grâce à vous que je l'ai fait. Ça ne m'aurait pas passé par l'esprit avant. Oui, mais il fallait encore le faire. C'est pas juste d'avoir l'idée. Puis, moi, c'est, tu sais, quand tu parles tu parlais, je comprends que maintenant c'est résolu entre l'art et l'art-thérapie, mais pour moi, le mot qui réunit tout ça, c'est le mot âme. Tu sais, ton œuvre, c'est soulful, c'est comme plein d'âme, puis je pense que c'est ça qui fait que tu peux œuvrer dans des deux côtés sans rupture, en fait. Fait que vraiment, merci. C'était plus un commentaire. Tu ne voulais pas de questions, fait que j'en ai pas. Mais... Merci. On suit tes souhaits, Vera. Tu ne veux pas de questions? Non, c'est une plaisanterie. Oui, France. Bonjour. Merci, c'est vraiment extraordinaire. J'ai une question peut-être un peu plus technique. Il y a un autre artiste qui a parlé du fait d'être confronté quand tu travailles à partir d'un très grand canevas dans l'espace. J'ai vu que tu travaillais sur des grandes œuvres qui sont vraiment magnifiques. La question que je me posais, c'était est-ce que tu as des points de départ en dehors de l'idée par rapport à ton esprit au moment de déposer le pinceau sur la toile? Tu sais, comme par exemple, tu pourrais avoir un petit croquis puis travailler à partir d'autre. Comment ça se passe pour toi au niveau de... Mais le petit croquis me rappelle qu'à Baie-Saint-Paul, il fallait faire un croquis. Alors, bon, j'en ai fait un, mais je n'arrive pas à travailler comme ça. Alors, j'ai fait le croquis, mais finalement, quand j'ai mis du sable sur ma toile, j'ai fait un échantillon à côté qui était mon nouveau croquis et qui avait cette texture-là parce que les gens, ils voulaient toucher tout le temps. Ah oui, il y a de la texture. Alors, j'ai fait une petite esquisse comme en incorporant le sable et j'ai dit, ne touchez pas ici, s'il vous plaît, touchez ici. Alors, c'est ça parce que ça a inspiré le sens du toucher, mais en général, je ne travaille pas avec un croquis. Mais par exemple, bon, Dionysos, il y a juste un exemple, mais c'est plus comme me plonger dans une thématique. Alors, je me rappelle à l'époque, bon, l'Internet n'était pas comme aujourd'hui, mais j'allais chercher des livres sur Dionysos et
je ne savais pas pourquoi ça m'attirait au début, mais peu à peu, je suis rentrée dans son esprit, si on veut. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Mais j'arrive pas bon, j'ai essayé plusieurs fois de faire des esquisses avant, mais ça ne marche pas. Et peut-être plusieurs d'entre vous ont parlé de comment, dans le fond, disons, la thématique s'enrichit ou elle remonte à la surface en faisant plutôt que vice-versa. Alors, je me suis décidée à ce moment-là que ma façon de travailler, ça serait comme une réflexion sur une thématique. Et je travaille, là, des fois, je dis ça dans mes cours, je dis, prenez une thématique, mettez-la dans un grain et avalez-la. Et après, elle va faire son chemin. On ne sait pas trop comment. Et c'est ce que j'ai fait moi-même. Merci infiniment. On va terminer avec Ézéchiel. Une dernière question avec Ézéchiel. Finalement, je savais, j'avais oublié quelque chose. Il y a aussi en tout cas, je ne sais pas, c'est souvent écrit que tu travailles sur papier fait main. Oui, c'est Tu ça. fais ton papier? C'est qu'en fait, à un moment donné, je participais avec à des échanges avec des artistes cubains. Alors, je suis allée quelques fois à Cuba où ils n'avaient pas de papier. Et je suis allée dans leur atelier et je leur ai commandé comme des papiers assez grand format, comme la série jaune que j'ai apporté. J'ai vu comment ils le faisaient avec la pulpe de banane et tout ça sur le mur. Mais l'autre papier, c'était comme des grands formats, comme des rouleaux de papier Stone Age. C'est des papiers que tu as fait ou que tu as commandé à des gens qui le fabriquent? Oui, c'est ça. OK, que tu as commandé. Oui. Fascinant, merci. Un grand, immense merci. Vera Heller. Alors, j'en profite pour remercier du fond du cœur ma collègue Virginie Chrétien qui se tape avec, disons, une technologie très, très rudimentaire, faire beaucoup avec peu, notre philosophie. Merci, Mathilda. Dans ton rôle de tech, c'est la tech la plus chic que je connaisse. Alors, Fred Dompierre, né à Montréal en 1965. Après un cégep en musique, il fait 100 petits métiers avant de gagner sa vie comme concepteur-rédacteur et réalisateur de bandes-annonces pour l'industrie télévisuelle québécoise. Autodidacte pluriel au parcours atypique, il développe diverses habiletés créatrices en émulant au meilleur de ses capacités les prouesses des artistes qu'il admire depuis l'enfance. Son travail s'incarne à travers plusieurs médiums qui s'imposent à lui en fonction de l'idée à naître ou du message à exprimer. Le reste du temps, Fred rêve beaucoup, en espérant un jour trouver la plus jolie façon de graver un peu de sa mémoire dans le souvenir des autres. Fred va nous présenter « Parcours non négociable quand l'art sert à raconter mes existences temporaires ». On accueille Fred Dompierre. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là, bien sûr. Il y a un an, j'ai noté une phrase qui m'a popé dans la tête et qui va comme suit. Je ne suis jamais la même personne longtemps. C'est une phrase que j'aime beaucoup car elle me caractérise assez bien vu que j'ai passé une quarantaine d'années à sauter d'un projet à l'autre
en utilisant un médium et son contraire, en revenant, en combinant des procédés. En conséquence de quoi, ma production artistique et littéraire est un salmigondis d'artefacts hétéroclites, sans lien cohérent entre eux. À part peut-être le fait d'être né dans une certaine forme d'enthousiasme juvénile à chaque fois. De l'enfance à aujourd'hui, j'ai développé un peu de ci, beaucoup de ça, sans jamais arriver à devenir identifiable ou classable, sans non plus suivre de formation, ni académique, ni quelle qu'elle soit, comme je le souligne dans la vidéo qui suit. Dans la vie, j'ai un cerveau passablement agité et ça provoque chez moi des changements d'humeur qui me sont parfois difficiles à équilibrer. Ces turbulences affectent ma personnalité et me font régulièrement prendre des chemins de traverse depuis que je suis tout jeune. Je mute, je change de territoire, je m'adapte. À cause de ça, ma vie s'écrit par petits bouts et je change de visage à chaque fois. Je suis un dériveur, pas un bâtisseur. Je n'ai pas de patience avec ce qui s'éternise ni avec ce qui est rigide ou immuable. Je ne réponds pas bien aux exigences de la discipline et de la pratique assidue. L'apprentissage académique rigoureux me place facilement à l'intérieur d'une prison d'où je cherche à m'évader constamment. Ça et les jobs plates. Sur le plan des perceptions et de l'empathie, je suis une antenne hypersensible. J'observe, je capte, j'imite et je reproduis. J'ai eu la chance de grandir dans un cocon où j'ai été bombardé d'innombrables références culturelles populaires. J'ai rencontré des artistes en vrai. J'ai écouté, vu, copié et enregistré ce qui se passait sous mes yeux, ce qui se disait, ce que je lisais, ce que j'écoutais ou regardais. Mon moteur, c'est la réaction du monde. Je crée beaucoup pour que les autres se reconnaissent dans ce que je dis quand je raconte ce que je suis. Ça m'aide à me sentir vivant quand je suis mort en dedans. C'est pour ça que, comme entité créative magique et métaphorique, je me vois comme un phénix à trois têtes qui fait de l'art in resuscitu. C'est grâce au désir de créer que les têtes repoussent après avoir brûlé. Avec le temps, je crois que mon cerveau turbulent finit par devenir un collage plus fluide, un amalgame composé de souple et perméable avec lequel j'arrive à traverser les murs conceptuels. Et les murs de la vie aussi. Les murs de la vie, oui. Dans mon parcours professionnel, artistique et littéraire, j'en ai pogné une couple en cours de route, les murs. Si on revient en arrière, en 1986, j'ai 21 ans, puis je sors d'un cégep en musique, comme on l'a dit au début. Je sais que j'ai de l'imagination, des idées, je sais que je veux gagner ma vie avec la création. Mais pour ça, je ne connais qu'une voie d'accès à cette époque-là, c'est le milieu d'une industrie culturelle mainstream montréalais. Mon père est compositeur, il gagne sa vie avec sa création, puis je veux faire pareil. J'ai juste pas d'habileté suffisante pour percer à ce moment-là. Commence alors une longue démarche de rêveur dans la vingtaine. Alors, entre 21 ans et 32 ans, je veux être auteur, réalisateur, BDiste, graphiste, acteur, drummer dans The Police et chroniqueur au journal La Presse à la place de Pierre Foglia. Au lieu de ça, j'ai plutôt été technicien dans un magasin de plongée sous-marine, détective d'hôtel au Sheraton à Montréal, habilleur pour les Ice Capades et lutin du Père Noël métro, entre autres. Les plus belles 10 années de ma vie. À 32 ans, je vais finalement arriver à enligner suffisamment d'habileté pour gagner ma vie en télé en étant concepteur et réalisateur de bandes-annonces pour une chaîne télé naissante appelée Canal Vie. À cette époque, Canal Vie, c'est une petite boîte, on est juste 12. Puis en faisant mes preuves, tranquillement, je vais arriver à gagner en liberté créative parce que c'est comme assez facile à gérer. Plus c'est gros, pire c'est. Pendant les 3 ans où j'y œuvre. C'est là que je vais vraiment apprendre la base de mon métier, c'est-à-dire concepteur, rédacteur, réalisateur. C'est là, c'est mon bootcamp, vraiment. Je vais devenir un assez bon concepteur surtout. Puis
justement, on a de la place pour les idées. On est 2 créatifs dans la place, puis on fait du broadcast design, on bricole beaucoup, on s'amuse beaucoup avec peu. Et justement, en parlant de s'amuser beaucoup avec peu, c'est à cette époque que je vais faire la rencontre de Christian Laurence, un jeune homme fringant qui sort de l'UQAM, qui veut devenir réalisateur professionnel et qui est engagé comme monteur à Canal Vie. Ça va être mon monteur. Alors, on jase ensemble, puis il m'explique qu'il vient de créer un challenge cinématographique avec 3 de ses amis. Ce challenge, baptisé Kino, consiste à créer un film par mois pendant 1 an avec les possibilités techniques de l'époque. Les participants et les participantes se rencontrent donc chaque premier du mois après avoir fait leur film pendant le mois pour des séances de visionnement. Alors, tout le monde est libre d'y présenter ce qu'il veut, la durée n'a pas d'importance, il n'y a rien d'imposé. C'est la liberté pure et il y a aujourd'hui des dizaines de cellules Kino à travers le monde. Et le slogan de Kino, c'est « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ». Ça me parle. Donc, je suis séduit et j'embarque. On peut faire n'importe quoi, puis je le fais. Puis en plus, j'ai un public à qui présenter 1 fois par mois. Pour moi, c'est le pied absolu. Là. On fait des films en collégialité avec pas de cash. Je m'éclate. Les idées se télescopent. Je développe un style vraiment à moi. Je suis dans une période assez trash, puis je carbure à l'irrévérence. J'ai fait des choses assez particulières. Mais au final, c'est que j'appartiens à quelque chose de créativement fort, puis ça va structurer mon ADN de créatif pour le reste de ma vie, cette période-là, les 3 ans que j'ai été dans Kino. Puis comme je fais beaucoup avec peu, puis que j'arrive à le montrer, j'ai des choses à montrer. Oh oui, c'est ça, c'est la première fois que je deviens tentaculaire, excusez-moi. Tentaculaire. Donc, je fais beaucoup avec peu, ce qui attire l'attention hors Kino, dans le milieu en question, dans le milieu que je vise depuis des années. Juste assez pour me faire remarquer par une boîte de production publicitaire qui s'appelle La Fabrique d'images. C'est une grosse boîte. Pour moi, c'est comme une consécration parce que c'est très difficile d'accéder là. Mais l'expérience va durer juste 1 an parce que d'une part, je me rends compte que si j'arrivais à être réalisateur de bande-annonce à Canal Vie, puis si je pouvais faire des films dans le Kino, c'est tout simplement parce que je tournais mes propres concepts. Avec la fabrique, avec la pub, je dois tourner des concepts de concepteurs d'agence. Sauf que j'y arrive pas. Je lis les textes, je les sens jamais. Quand on fait des pitchs, je ne suis pas convaincant. J'ai compris que je n'étais pas un vrai réalisateur. Un réalisateur, dans ce format-là, doit trouver une manière de tourner ce qu'il y a sur le papier, peu importe. Puis moi, je n'y arrive pas. Puis au milieu des années 2000, je vais aussi commencer à jouer dans des films et des séries de mes amis qui sont devenus cinéastes professionnels entre-temps. Puis là, c'est pareil. Je fais des auditions, mais si je ne sens pas le texte, je suis complètement naze. Je suis capable de jouer un personnage uniquement s'il existe déjà en dedans de moi. Je ne peux pas le créer. J'ai passé des auditions, c'était pas convaincant. Mais le travail d'acteur, c'est ça aussi, c'est donner vie à un texte, même si tu ne le sens pas tant, au fond. Tu sais. J'ai compris que je peux jouer, mais que je ne serai jamais un acteur. Fait que ces choses-là se placent. En gros, je travaille donc pas bien avec la vision des autres. Puis c'est un milieu où tu peux avoir 22 visions des autres par projet. Comme tout empilé en strates, rigides et compacts, qu'avec du sucre sur le top, ça a l'air d'un millefeuille métaphorique de chez Vachon. Donc, je sais que j'ai des aptitudes, mais je sens aussi que la liberté trouvée dans le Kino va changer la donne à ce moment-là. Je vais continuer de gagner ma vie comme pigiste en télé, mais je suis de plus en plus irrité par les ingérences multiples. Je veux faire ce que je veux, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce milieu-là. Pas dans la pub et la télé, en tout cas. C'est tellement plein de compromis que ça devient juste de la gestion d'entrave. Je cesse donc d'être réalisateur professionnel pour ne rester que scénariste et concepteur afin de continuer à gagner ma vie créativement. En 2008, grande victoire, j'arrive à faire publier un manuscrit, j'arrive à terminer un projet personnel pour la première fois de ma vie, moi qui termine absolument jamais rien parce que justement, je commence de quoi puis je fais « Ah non, je vais aller faire ça à la place ». C'est la première fois que je termine un projet personnel, donc d'envergure, puis de ce point de vue, c'est une grande réussite. Bon, du point de vue de la plupart des critiques,
c'était autre chose. Mais c'est pas grave, j'en suis bien content. Puis je vais même arriver à publier un deuxième ouvrage en 2015. C'est encore là des chroniques personnelles. C'est à peu près juste ça que j'écris. En 2017, je prends finalement ma retraite de la télé avec un autre projet personnel financé. Je réalise avec un collègue un documentaire sur mon compositeur de père. On a carte blanche de RTV qui achète le projet. On a fait le film à deux, en gros, et ça a donné le film que je voulais faire, point barre. Pas d'ingérence de personne. Tu sais, c'est donc hashtag carte blanche. C'est comme, c'est ça mon truc. En 2 ans, EPA m'a fait comprendre que j'ai essayé de fitter dans un univers de spécialistes, en fait, alors que je suis tout sauf ça. Je suis un bricoleur hétéroclite et souverain. J'ai cherché mes appartenances, mais comme me le faisait remarquer ma collègue Vera Heller, ici présente. Et si ma particularité, c'était de ne pas fitter? Et si mon œuvrement était un plaidoyer pour les parcours différents? En disant ça, Vera, tu as mis le doigt sur quelque chose de gros. Je suis encore en train de méditer là-dessus, d'ailleurs. Et puis, on peut passer la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Quand je crée, c'est essentiellement pour communiquer quelque chose à quelqu'un. Et c'est l'écriture qui est au centre de mon processus créatif. Dans la vie, je prends encore des notes à la main dans des carnets. J'écris ce que je vois, ce que je vis. Le narratif que j'explore, c'est le mien, la vie autour de moi. Quand je cherche une idée ou si je suis bloqué ou si je me tanne, je change la créativité de place dans mon cerveau. Je deviens BDiste, illustrateur, ou bien je jamme avec moi-même. Ou bien si je suis en forme, j'improvise des clichés de dialogue de téléroman avec ma blonde. Hey, écoute-moi bien, Marielle Chagnon, c'est pas toi qui vas me montrer à runner mon école, OK? L'autre jour, j'ai passé 1 heure chez Suzanne. Je lui disais que j'avais toujours plus ou moins besoin d'altérer la réalité avec des gestes artistiques au quotidien. Elle m'a dit que j'étais un concepteur global, que chez moi, la création n'avait pas de début, pas de milieu, pas de fin. Je me suis rendu compte que j'étais privilégié d'être un artiste à temps plein. C'est juste drôle que pour un gars qui n'a fait les choses que par petits bouts spécifiques toute sa vie, je sois finalement devenu global et en continu. Je suis devenu global et en continu. C'est le début de mon nouveau parcours. J'aime bien m'observer en général. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Puis avant de conclure ma présentation, j'aurais voulu faire du pouce sur la suite de mon portrait créatif, si vous le voulez bien. L'écriture, donc, est mon médium central parce que, au-delà de tout, c'est le médium le plus simple, le plus direct, le plus complet. Pour moi, c'est comme la natation des disciplines artistiques. Tu sais. Et quand je dis que c'est complet, c'est vrai. Quand j'écris, des fois, quand je suis vraiment investi dans un texte que j'aime, je deviens une bande d'artisans à moi tout seul. Au départ, je vais écrire des phrases, mais je les écris comme un duo de paroliers et de musiciens. Dans ma tête, ils sont là pour trouver le chant de ce que j'écris, le ton. J'ai besoin d'entendre mon texte avant de le rédiger. J'ai besoin d'en sentir le rythme et l'impulsion. C'est quoi le groove de ce que j'écris? Genre. Quand je commence la rédaction, j'ai une musique de film qui va avec la danse des mots. Puis là, le rédacteur commence sa job. Il va structurer, il va trouver l'équilibre entre les phrases écrites par le duo de songwriters du début. Le rédacteur, c'est la fourmi du groupe. C'est celle qui boit du gourou, comme me disait France. Quand le texte est structuré, je fais entrer le sculpteur. C'est le travail d'édition. C'est là que je rentre dans un tunnel fermé. Les phrases, les mots, quand je sculpte un texte, c'est le seul moment de ma vie de TDAH où je deviens hyper focus. Je peux rester scotché au texte de façon obsessive pendant 14 heures en allant aux toilettes aux 6 heures seulement. Puis j'exagère pas, là. Cela dit, je pense qu'avant d'être un artiste, un communicateur et même un auteur, je suis une machine à idées.
j'ai comme un téléx à l'intérieur de la tête avec des centaines de phrases random qui passent dessus. Puis là, il y a une grenouille qui check ça. Puis là, à un moment donné, elle s'en va graber un mot sur le téléx. Hey, ça marche! Puis des fois, je les dis à haute voix. Ça fait rire ma blonde, on trouve ça weird. Puis ça marche avec les images aussi, mais en tout cas, j'ai un téléx. Puis là, ben, c'est ça, un coup que j'ai des trucs, je fais des liens, puis là, les idées sortent. Donc, pendant les 2 ans de PA, j'ai regardé mes œuvres, ce que j'avais fait, tous les trucs éparpillés, puis mon éparpillement généralisé, en fait, en me demandant quelle étiquette mettre là-dessus pour me forger une identité. Ben, j'ai l'impression maintenant que l'étiquette à accoler à mon œuvre n'a plus aucune espèce d'importance. Ce qui m'importe maintenant, c'est ce que j'ai à dire sur mon parcours. C'est ce que je suis en train de faire là. Je me suis rendu compte que ce parcours qui est le mien a plus d'importance que la somme des œuvres qui le jalonnent. Je me sers de l'art, pas pour être reconnu comme artiste, comme j'aurais pensé, mais pour mettre du umami dans ma réalité et dans celle des autres. Je suis un humaniste. Puis aujourd'hui, j'ai une meilleure sensation en dedans de moi quand on me dit que je suis inspirant au lieu d'être inspiré. Aujourd'hui, ma mission, c'est putain de léguer une œuvre cohérente à l'humanité. Aujourd'hui, ma mission, c'est de léguer, ne serait-ce qu'à une seule personne, l'envie de créer et de se développer comme artiste. C'est ça qui me tente de faire, c'est ça qui me plaît. Fait que ma recherche, elle ne s'arrête pas ici aujourd'hui. Elle fait juste commencer. Je commence un nouveau parcours. J'avais des objectifs mal adaptés. Je voulais devenir une référence, une star dans mon milieu, dans un milieu pas fait pour moi. Mais après mes 2 années de réflexion ici, je suis devenu mieux que ça parce que je suis devenu libre. Puis au final, la liberté, c'est la seule chose qui va me permettre d'arriver là où on ne m'attend pas. Merci beaucoup. Ouais. Right on. Si vous n'avez pas de questions, c'est correct. Alors, beaucoup d'univers présentés. Fred, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Merci Virginie pour ton courage suant à l'arrière aussi. Oh, Virginie. Oui, tu devrais venir nous rejoindre peut-être. Ben oui. Alors, si vous avez des commentaires, quelque chose à dire à Fred, des questions, des interrogations, c'est le moment. Alors, peut-être pour commencer, Fred, tu dis, c'est comme il y a comme un début. Il y a quelque chose de quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose c'est quoi que tu ressens? C'est-à-dire que là où mon parcours initial en télé puis dans les médias culturels mainstream s'est achevé, j'ai commencé, c'est comme tellement, je suis arrivé à la fin d'un monde, puis j'en commence un autre. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est vraiment ça. Je sens que, tu sais, je veux dire, je vais toujours continuer à faire toutes sortes de petites affaires, mais je ne suis pas habité en ce moment par l'idée de faire des projets particuliers, à part un qui est celui de me baser sur les 2 années de cours, me baser sur les esquisses de présentation, tout ça. Puis j'ai comme projet d'écrire un essai, un ouvrage qui s'appelle « Parlez-moi de votre œuvre », où je vais raconter, mais là, mon parcours, puis plus en détail, puis avec toutes sortes de ramifications. Puis j'ai bon espoir que, comme je vais parler un peu de toutes sortes de formes d'art aussi, ben, j'ai bon espoir que ça peut avoir de la résonance en quelque part, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un projet. Puis je m'enligne là-dessus dès demain. Pas attendre. Très bien. Il y a France.
c'est pas une colle, là. Tu peux décider de ne pas répondre aussi. Ah, oui, Mais à la fin, tu disais, j'espère avoir influencé quelqu'un pour être créatif. Il me semble que tu l'as déjà fait auprès des Inuits quand tu as travaillé. Les Inuits. Tu as travaillé auprès d'une communauté, tu me disais. Oui, en fait, ça a été plus difficile parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire parce que j'étais là pour enseigner des choses comme pas vraiment intéressantes pour eux autres. Puis, mais quand on faisait de l'art, des fois, j'en avais quelques-uns qui étaient allumés, puis j'ai réussi à les amener un petit peu plus loin. Puis ça, je sentais qu'il y avait quelque chose là d'assez le fun, mais le contexte étant ce qu'il est, ça n'a pas pris le chemin que j'aurais espéré. Puis, mais cette idée-là de faire des ateliers ou de parler de création avec des groupes, ça fait un petit bout de temps que c'est là. Là, c'est juste plus concret. OK. Je suis certaine que tu en as inspiré. En tout cas, nous autres, on est 9, 9 inspirés. Là. Je peux parler. Bon, ben. Merci. Merci à toi. Il y a Charlotte. Charlotte. Bonjour. C'est un commentaire. Savoir rire de soi, savoir prendre du recul avec humour. Moi, je suis très touchée et j'admire ce talent-là. Bravo. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas pire là-dedans. Je passe ma vie à faire ça, contrairement à... Alors, ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Ah. Je t'ai vu changer, je t'ai vu tout au cours des 2. Là, je suis mieux encore. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Oui, je t'ai vu te transformer et tu parles de résonance. Ça a résonné beaucoup chez moi. Oui. Et ta libération, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est formidable. Non! Oui, ta libération me libère. Ah, wow. Je ne peux pas l'expliquer encore, ça m'enlève un poids. Comme moi aussi, j'ai plus envie de performer. Non. Je l'avais encore un peu, ça commençait à me quitter, mais quand je te vois, quand je t'ai vu, tu as tellement changé qu'à travers toi, je pense que à te voir aller, ça m'a influencé beaucoup. Ah, ben, je te remercie. Ça me touche beaucoup. Je te remercie. Merci beaucoup, Francine. C'est vraiment grâce aussi, tu sais, comme je vais répéter la même chose que mes collègues, c'est la dynamique entre nous, la complicité, l'ouverture, puis l'accueil, ma foi, de Suzanne, Virginie, Daniel et tout ça. C'est ça qui a fait qu'on a tout changé. Tu sais, là-dedans, ça a été absolument extraordinaire, ces 2 heures-là, pour moi, en tout cas, vraiment. Je suis content de sortir avec ça, tu sais, de dire, ben là, c'est pas fini. Ça, c'est le fun. Madeleine? Oui. Moi aussi, ce qui me frappe, puis que je trouve vraiment fabuleux, c'est le changement de la perception que tu avais de cette espèce de parcours erratique, un peu désordonné, je touche à tout, mais je ne fais rien, je suis un artiste, pas d'œuvre, et qui aujourd'hui, on dirait, a trouvé cette espèce on dirait que les morceaux sont un peu, peut-être ce qui touche Francine, les fragments se sont un peu reliancés. Exactement, j'y pense souvent, oui. Et j'ai l'impression que c'est à ça qu'on a assisté et qui est ici porteur aussi pour tout le monde d'avoir vu ça se mettre en œuvre sur ces 2 années-là. Wow. En tout cas, on te sent tellement bien. Et je me sens bien. Oui, je me sens vraiment. Puis avec les bonnes années qui me restent ou pas, mais je veux dire, avec les bonnes années qui restent, je compte vraiment comme... j'ai plus le temps de niaiser avec des affaires de compétition puis de bébelles de même. C'est fini, ça m'intéresse plus. Je n'aurais jamais dû être là. Mais... Par contre, mon parcours professionnel m'a quand même apporté bien des affaires. Oui. Une efficacité parfois redoutable. Puis d'être sur le gun à un moment donné, tu fais comme, OK, ça empêche, avec le temps, tu finis par paniquer moins. Il y a plein d'affaires qui m'ont été absolument bénéfiques dans mon parcours professionnel, malgré le fait que c'est un milieu de bully puis que c'est vraiment pas facile, mais je suis content de l'avoir fait aussi.
Mais Je bravo. suis content de me rendre compte de tout ça maintenant. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Fred. Bonjour. Merci Fred. Merci. Mais je voulais aussi dire merci à tous ceux qui ont présenté parce que vous m'avez convaincu de m'inscrire au programme. Et Charlotte aussi, mon amie Charlotte. Alors, merci beaucoup. On espère beaucoup de la cohérence qui semble s'installer suite au programme. Je pense que pour chacun, la cohérence avec soi-même que vous semblez avoir découvert ou construit ou autrement, je pense que c'est une grande richesse. Voilà. C'est une grande richesse, effectivement. On a Merci vécu tout le quelque chose. monde. Merci beaucoup. Puis, s'il n'y a pas d'autres... oui, OK, allez-y. Bon, ben, salut Fred Dompierre, Bonjour. je ne vous connais pas. Wow. Je m'appelle Marie-Ève Laflamme, puis je suis une ancienne étudiante de Madame Outet. Ah oui. Je suis vraiment super contente d'être ici. C'est ma fille Héloïse qui m'a amenée ici. Hein. Il y avait quelqu'un qui me disait, qui félicitait mon enfant d'avoir amené son parent à la présentation d'aujourd'hui. Puis je venais, parce qu'avec les contraintes familiales, je venais principalement pour voir Vera. Comme je suis art-thérapeute aussi de formation, psychosociologue dans le bac. Et j'avais simplement envie de te dire merci. J'aurais voulu vous entendre tous. Je trouve qu'il y a justement une cohésion, quelque chose de beau qui semble s'être construit entre vous. Je veux dire merci pour... C'est comme cueillir le nectar un peu de ton parcours. C'est une incursion qui me permet, comme juste, parce que je pense que je suis une créative aussi, de raisonner, en fait, de raisonner à toi, ton parcours, qui demande, je pense que ça demande du courage d'être créatif puis de trouver une manière d'incarner notre pratique. Absolument. Puis, je trouvais ça beau aussi, Héloïse me demandait, quand tu as dit « je suis une personne globale et en continu », quelque chose comme ça, puis elle m'a demandé « qu'est-ce que ça veut dire? » Puis, je lui ai pas vraiment trop répondu, mais ça évoquait pour moi ce que Jung dit, tu sais, je vise pas la totalité, je vise pas la perfection, mais je vise la totalité. Puis, je me posais la question, en fait, être global et en continu, c'est peut-être être entier. Donc, c'était la question, en fait, c'est ce que j'essaierais de répondre à ma fille. C'est quoi être global et en continu, mais tu peux... C'est nouveau pour moi. Puis, en fait, c'est que ça vient d'une discussion que j'avais eue avec Suzanne. Puis elle me faisait réaliser... Puis elle me faisait réaliser que ça n'a pas de fin, ça n'a pas de début, pas de milieu, pas de fin, tu es tout le temps. Fait que je trouvais ça drôle de dire global et en continu. Et j'ai pas creusé encore nécessairement. Tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, oui, c'est ça, c'est je ne fais pas un médium tout le temps, mais tout ça, je le fais tout le temps. C'est ça qui est. Je suis comme. Je suis en global et en continu. C'est ça mon statut. En tout cas, merci de nous avoir présenté, partagé. Juste avant, je pense qu'on veut faire un petit... Il y a Patrick, on va terminer avec Patrick. D'accord. Mais après ça, on va faire une petite pause. D'accord. OK, bien, on est deux. C'est parfait. Après Daniel, je pense aussi qu'il va parler. Donc, moi, j'aimerais ça juste faire une résonance. Allez-y. C'est un terme qui est souvent utilisé là, dans le milieu de l'expression créative, mais c'est juste que tu as dit quelque chose de vraiment intéressant que tu as raisonné de quelqu'un d'autre qui avait dit. C'est ici, ma particularité, c'était de ne pas fitter. Puis ça a résonné vraiment fort en moi. Puis c'est comme si tu disais que finalement, c'est comme si d'accepter cette idée-là qui est vraiment forte, c'est un peu comme un plaidoyer pour célébrer la différence. Oui. Puis c'est vrai qu'il faut célébrer notre différence parce que si on n'est pas soi-même pour fitter, bien là, finalement, on arrive dans plein d'autres problèmes, puis on montre aux enfants, finalement, à ne pas être eux-mêmes pour fitter, puis on arrive avec des problèmes, finalement,
qu'on a, là, qui est une société de gens qui fit, mais qui finalement ne fit pas parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Fait que je trouvais juste intéressant de voir comment quelqu'un d'autre qui avait dit quelque chose résonnait en toi, là, tu l'as dit devant tout le monde, ça résonnait en moi. Puis j'avais envie de dire que finalement, la créativité, c'est tellement un truc universel. Oui. Ton histoire individuelle fait une résonance universelle avec tout le monde, finalement. A des chances, en tout cas, d'être capté. Oui, c'est ça, certainement. Merci beaucoup, c'est vraiment. Ça fait plaisir. Merci, Patrick. Alors, on va terminer avec Daniel. Ça, tout le monde est dans tout le monde. Je peux pas résister à dire que c'est comme le dernier mot du colloque. Je pense, quelque part, la phrase qui ramasse tout ce qu'on a entendu, que tu as dit, qui dit « Le parcours qui est le mien a plus de valeur que la somme de mes œuvres. » Ça, je pense qu'on pourrait mettre ça comme un slogan pour le programme. Quasiment. Oui, c'est ça. C'est ça, mais je ne sens pas que ça m'appartient uniquement à moi, d'ailleurs. C'est comme, on en est là. Oui. Ouais. Ça fait énormément de bien. En fait. C'est ça, c'est un sentiment de libération. Je suis comme, OK, là, je peux aller créer. Oui, c'est ça. Sans ces attaches-là. Fait que je le retiens, ça. Merci. Après ça, bienvenue l'année prochaine à Hélène. Valérie. Ben oui. Oui, Hélène, Charlotte, Valérie. Je vais juste en profiter pour. Est-ce que j'ai fini, oui. OK. Je vais juste en profiter aussi pour dire que pour moi, c'était ce programme-là, c'est la première fois que je termine un parcours académique depuis le secondaire 5. Et je le dois évidemment, mais tellement à mes collègues et vraiment à nos 3 profs. J'aimerais ça inviter mes collègues à monter ici, s'il vous plaît. On aimerait juste dire à quel point, avec Daniel, Virginie, Suzanne, qui est déjà là, s'il vous plaît, on veut juste vous dire qu'on vous aime. À quel point vous avez été déterminante et absolument essentielle pour nous. Daniel Bouteille, demandé au parloir. Wow! Alors, ils et elles sont si adorables. Comment ne pas les aimer? Alors, devant nos effusions là, en spectacle, on va prendre une courte pause, puis après ça, je vous invite, les personnes qui veulent rester, j'espère que ce sera tout le monde, mais sentez-vous libre, hein, la liberté, c'est important pour nous. On va se rapprocher, on va mettre des chaises aussi, puis on va faire comme un retour sur ces 2 jours-là pour conclure ensemble. Voilà. Alors, peut-être prendre 10 minutes, le temps qu'on fasse notre installation. Merci. Oui, oui. Non, c'est comme... bien content.